rappelle qu'on est ici dans le groupement forestier de Livet. C'est un groupement forestier familial. On est une dizaine dans la famille. Une dizaine dans la famille. Vous en avez quelques-uns qui sont là, hein. Il y a Antoine, il y a les deux Antoine qui sont là, hein. Bon, donc on va y aller. Alors vous voyez qu'on est, on est là à l'entrée de la forêt. Et puis on va rentrer dans la parcelle de droite là, par ce chemin jaune. Alors, on va faire à peu près la boucle qui est marquée sur le schéma en jaune. On vend les arbres sur pied. On vend les arbres sur pied par des ventes aux enchères. Les ventes aux enchères sont faites par des experts forestiers qui travaillent un peu comme exactement comme des commissaires-priseurs. Hein, c'est-à-dire qu'ils apposent leur marque sur les arbres et ils garantissent le prix. Hein. Et donc c'est eux qui font ensuite office de commissaires-priseurs pour vendre les arbres dans des enchères publiques. C'est des ventes aux enchères publiques. Et donc la coupe que nous allons voir là représente à peu près 400 mètres cubes de bois. 400 mètres cubes de bois dont les trois quarts c'est du chêne à peu près. Le reste c'est un peu de tout, un peu de résineux, un peu de hêtre, mais c'est essentiellement du chêne. Et ces 400 mètres cubes vont être répartis sur une bonne dizaine d'hectares, un peu plus de 11 hectares. C'est-à-dire que quand vous allez voir le chantier d'abattage d'arbres, vous allez voir que ce n'est pas une coupe rase, hein, c'est loin de là. Hein, ça se voit à peine, et c'est ce qu'il faut. Hein, la bonne gestion forestière, la forêt qu'on coupe sur elle-même, qui se renouvelle sur elle-même, et à la limite, au bout de 2 ans, on ne voit pas qu'on est intervenu. Quand on se promène dans une forêt où on ne voit pas qu'on est intervenu, c'est de la bonne gestion. Quand on voit que c'est trop dense ou tout nu, c'est la mauvaise gestion. Ici, on est bien dans l'exemple d'une coupe d'éclaircie, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire pousser ces arbres de différents âges. Hein, il y a des chênes qui sont très grands, là, qui vont être bons à récolter dans 20 ans, 25 ans. Vous avez à côté des sapins qui peuvent pousser. Hein, ils peuvent pousser dans leur ombre. C'est pas, on ne sait pas, peut-être qu'ils pousseront, peut-être qu'ils ne pousseront pas, mais c'est vrai que le meilleur gagne, hein, on verra bien. Mais en tout cas, ils ont de l'air en l'air. Donc cette coupe a été marquée l'année dernière pour qu'il y ait de la lumière en l'air dans les houppiers. Donner de l'air aux houppiers pour que les arbres d'avenir puissent prospérer, puissent grandir. L'année dernière, on avait repéré dans cette parcelle-là que c'était beaucoup trop dense, on n'y voyait rien, on n'y voyait pas par terre. Donc c'était beaucoup trop dense, non seulement par terre, rien ne poussait par terre, mais en l'air, les arbres se gênaient mutuellement et n'arrivaient plus à grandir. Donc là, cette coupe d'éclaircie, c'est pour faire grandir les arbres. Donc ce chêne, il va avoir de l'avenir. On lui a retiré quelques collègues autour. Le sapin, on verra. Peut-être qu'il va pousser, peut-être pas, je ne sais rien, on verra. Hein. Une coupe d'éclaircie, il en faut au moins 3 ou 4 avant d'arriver à une récolte définitive, au moins en feuillu. Hein. Et donc là, ici, on a fait une coupe d'éclaircie il y a une douzaine d'années maintenant. Hein. Donc depuis 12 ans, on n'était pas intervenu. Et là, on intervient. Et on interviendra de nouveau, je dirais, dans une dizaine d'années, une douzaine d'années, hein, pour de nouveau enlever des arbres qui vont se gêner mutuellement pour grandir encore. Il y a un chêne comme celui-là, il peut rester 100 ans encore. Hein. Donc il a le temps de grandir. Et c'est seulement au bout de 2, 3, 4 coupes d'éclaircie qu'on pourra penser à faire une coupe éventuellement d'ensemencement, ce qui est une coupe beaucoup plus difficile à faire, beaucoup plus compliquée, hein, qui est assez peu pratiquée par les propriétaires forestiers malheureusement, ce qui pourtant permet d'avoir une forêt qui se régénère naturellement et dont on verra tout à l'heure que c'est beaucoup plus compliqué. L'idéal du forestier, c'est notre idéal, ce qu'on ne fait pas partout, on n'arrive pas à le faire partout, c'est la futaie irrégulière mélangée. Futaie, arbre issu de graines, irrégulière, c'est-à-dire que vous avez tous les âges, vous avez des adultes, comme ce chêne, des adolescents, comme ce sapin, hein, et puis des petits, il n'y en a pas ici. Hein. Ça veut dire futaie irrégulière, et mélangée, ça veut dire que vous avez à la fois des feuillus et des résineux. Et dans les feuillus, vous avez à la fois des hêtres, des chênes, des érables sycomores, des merisiers, etc.
hein, et dans les résineux, vous avez des sapins, des épicéas comme ici, des pins, des pins sylvestres comme il y a là. Hein. Plus il y a de mélange et plus on a de chances que la forêt soit en bonne santé. Hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Dans la forêt, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Je dirais les forêts en monoculture sont beaucoup plus sensibles à toutes les maladies et toutes les agressions possibles et imaginables. Une forêt mélangée se protège beaucoup mieux. Par exemple, ici, nous avons beaucoup moins de problèmes de scolytes que certains voisins. Les scolytes, c'est ces coléoptères qui se mettent entre l'arbre et l'écorce, des résineux, et qui finissent par couper la circulation de la sève, hein, dans ce qu'on appelle le cambium. Hein. Et on en a ici, mais beaucoup moins que certains voisins, parce que justement la futaie mélangée permet aux feuillus d'arrêter un peu la progression du scolyte, alors que dans une futaie entièrement d'épicéa, par exemple, quand le scolyte s'y met par un bout, 2 ans après il est à l'autre bout, puis il peut avoir ravagé 300, 400, 1000 hectares. Donc la futaie irrégulière mélangée est non seulement une bonne gestion écologique, mais une excellente gestion sanitaire. Et une bonne gestion économique aussi, à mon avis, parce que dans une futaie irrégulière mélangée, vous avez un revenu tous les ans à peu près. Enfin, tous les ans, je dirais tous les 4, 5, 6 ans, vous faites une coupe quelque part. Alors que dans une futaie sur plantation, vous plantez, ça vous coûte cher, d'accord. Puis après, vous récoltez tout, mais 80, 100, 150 ans après. Donc, rien que du point de vue, je dirais, économique et financier, la futaie irrégulière mélangée n'est pas un mauvais calcul. Un exemple ici de la lumière qu'on veut donner en l'air. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a de la lumière par terre. Oui, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce qu'il y a beaucoup trop d'arbres autour. Vous voyez, on donne de la lumière, mais ce qu'on a fait, c'est donner de la lumière aux houppiers. Ces houppiers, dans 3 ans, ils vont refermer le ciel. Hein, et la forêt, dans 3 ans, on a de nouveau une forêt fermée ici. Et ici, vous avez tout ce que vous voyez là, c'est pas de l'herbe, hein, c'est des chênes. C'est des chênes. C'est des chênes, des petits chênes. Ils seront condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort parce que dans 3 ans, ils n'auront pas assez de lumière. Donc c'est pour ça qu'ici, ce n'est pas une coupe de régénération. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est dommage. Ici, vous avez 100 000 bébés chênes à l'hectare. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais voilà, c'est... La souche reste sur place, ça ne refait rien du tout. Non. Non. Elle va donner à manger aux coléoptères, voilà, aux vers de terre, voilà, à tout le monde. D'accord. Hein, elle est utile. Il ne faut surtout pas l'enlever. Voilà. Il y a plein de gens qui vont en profiter. Voilà, tout à fait. D'accord. Ah ouais, il faut la laisser. Il faut la laisser. C'est stupide d'arracher les souches. Idiot. 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 Alors là, on va quitter la coupe d'éclaircie et on va rentrer dans la coupe de régénération. C'est une autre paire de manches. Alors vous remarquerez tout de suite que ici, on s'est beaucoup attaché à donner de l'air en haut, mais pas du tout en bas. Vous voyez toute cette saloperie de noisetiers, il y a des zones, des noisetiers, des bouleaux, un tas de trucs. Ça sert à rien. On a l'impression que c'est de la mauvaise gestion de laisser tout ça. Non, ici on s'en fout. De toute façon, par terre, on sait qu'il n'y aura pas assez de lumière pour régénérer. Donc c'est pas la peine de se donner de la peine pour essayer de faire de la lumière par terre. Ça sert à rien. On veut faire de la lumière en l'air, c'est tout. Que ça pousse en l'air. Alors que là, regardez de l'autre côté, là, il n'y a plus de noisetier. Hein. Là, on arrive dans la coupe de régénération. L'objectif de la coupe de régénération, c'est plus de faire de la lumière en l'air, mais par terre. Parce que si un chêne n'a pas de lumière, il va crever. Les 100 000 pieds à l'hectare, les 100 000 bébés chênes à l'hectare qu'on a vu tout à l'heure, ils vont crever. Hein. Oui, peut-être que ici, il ne faut pas. Ici, on ne veut pas qu'ils crèvent. Ici, notre objectif, c'est qu'ils vivent. Hein. Et non seulement ils vivent, mais qu'ils vivent bien.
qui n'est pas... Comme ils sont serrés les uns les autres. Ah, mais, Il y en a combien qui survivent? ah bah oui. Alors, là, il y en a un peu... Des bébés chênes, il y en a à Oui. peu près 100 000. Oui. Donc, il faut, pour qu'une coupe de régénération soit à peu près réussie, il faut qu'au bout de 2-3 ans, il y en ait au moins 10 000 à l'hectare. Ah, c'est Hein. dur quand même. C'est déjà beaucoup. Et quand on fait une plantation, hein, quand on prend un terrain nu et qu'on fait une plantation, on en plante à peu près 1200-1300 à l'hectare. Et quand on les récolte, une récolte de chênes, des chênes de cette qualité-là, quand on en récolte 100 à l'hectare, on est très content. Donc on part de 100 000, on arrive à 100. Ouais, Vous voyez? Ah oui, d'accord. Et alors, au bout de combien de temps? Parce que quand vous les coupez, est-ce qu'ils sont à un moment donné vendables au niveau Oui. bois ou ils sont trop Bien petits? Ah ben non, quand on les vend, c'est qu'ils sont vendables. Non, mais les petits que vous allez éliminer pour laisser place aux gros. Ah ben il faut qu'ils passent derrière. C'est tout l'intérêt de la futaie irrégulière mélangée, dont je vous parlais tout à l'heure. Futaie à partir de graines, irrégulière tous les âges, mélangée plusieurs essences. Ça c'est le nec plus ultra du forestier, mais qui ne réussit pas à tous les coups. Malheureusement. Donc ici, l'objectif c'est ça. Donc ici pour l'instant on a encore à peu près les 100 000 bébés chênes. On va arriver, on va progresser. On va voir que pour l'instant, ils sont à peu près là. Est-ce qu'ils vont prospérer dans les années qui viennent? C'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, ici, on a supprimé beaucoup d'arbres, des chênes, surtout des chênes, hein, pour donner de la lumière. À mon avis, ici, on n'a pas encore été assez drastique. Je pense qu'ici, il faudra revenir dans 2 ou 3 ans pour enlever des chênes qui n'auront pas vraiment trop prospéré et qui vont fermer la forêt. Hein. Voilà. En avançant un peu, on va avoir des endroits où il n'y aura pas besoin de coupe secondaire parce qu'on a déjà trop éliminé. Alors vous allez me dire pourquoi vous n'éliminez pas du premier coup? Parce que quand vous donnez de la lumière à un chêne, il va grandir. Mais si vous donnez de la lumière seulement au houppier, il va grandir par le houppier, par le haut. Donc il va faire du bois d'œuvre, du bois de valeur. Si vous lui donnez trop de lumière, il va faire des branches. On ne veut pas des branches, nous on veut du bois, hein, on veut du tronc. Hein. Et or le chêne, on l'avait dit l'année dernière, on avait vu des chênes un peu comme ça. Les chênes sont paresseux comme nous, et donc quand on leur donne la possibilité de faire des branches, c'est beaucoup plus facile que de faire un houppier. Parce qu'un houppier, il faut monter la sève à 30 mètres de haut. C'est extrêmement fatigant de monter de la sève à 30 mètres de haut. Alors que monter des branches à 10 mètres, c'est plus facile. Et donc quand on donne de la lumière, trop de lumière aux chênes, et suffisamment de lumière pour qu'ils aient de la lumière à mi-étage, ils vont faire des branches à mi-étage. Hein, et on va avoir des branches. Et on n'aura pas du bois d'œuvre. Nous sommes la première génération de forestiers soucieux de faire du joli bois d'œuvre. Traditionnellement, la forêt de Saint-Évroult est une forêt de bois de chauffe en fait. La forêt de Saint-Évroult s'est développée au moment de la petite métallurgie sur la vallée de l'Arille. Hein, tout au long de la vallée de l'Arille, vous aviez des petites forges. Il ne reste plus que Bohain et puis l'usine métallurgique de Ray. Mais vous aviez des petites métallurgies tout le long. Ceux qui ont lu la Constance de Ségur ont lu la fortune de Gaspard. La fortune de Gaspard, c'est l'histoire d'un petit forgeron qui est devenu un industriel de la forge, un petit maître de forge, mais relativement gros, c'est une bonne fortune. C'est l'histoire de M. Mouchel en fait. C'est ça, oui. C'est l'histoire de M. Mouchel que les gens du pays connaissent, quoi, qui est un petit maître de forge. Et donc pour faire tourner les forges au 19e siècle, il n'y avait pas de charbon, il y avait du bois. Et donc la forêt de Saint-Évroult a servi de combustible pour faire tourner les forges qui étaient tout au long de la vallée de l'Arille. Donc c'est pour ça que la forêt de Saint-Évroult n'a jamais été une forêt de beau bois. C'était une forêt de bois pour alimenter les forges. Donc tout le monde se foutait pas mal de la qualité des chênes. Et on est assez peu d'ailleurs. Et nous sommes, je pense, la première génération où on s'occupe vraiment d'essayer de faire du très beau bois d'œuvre. On en a, mais un peu par hasard. Alors que maintenant, on essaie de le faire pas par hasard, parce qu'on veut le faire. Voilà un petit enclos. Un petit enclos témoin, c'est pas avec du grillage comme ça qu'on protège la forêt, hein, c'est évident. C'est juste un petit enclos témoin pour voir ce qui se passe quand on met une petite parcelle à l'abri du gibier. Parce que ici, le gibier circule et là, il n'y va pas tant qu'il fait le tour.
Et donc on avait déjà vu l'année dernière. Donc vous voyez que les petits chênes ils sont toujours là. Oui. Et on a à peu près autant à l'extérieur, hein, peut-être un peu moins, mais à peu près autant. Donc c'est pas encore concluant. C'est pas encore concluant. Par contre, ce qui est concluant, c'est qu'il y a plus de ronces à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais c'est pas étonnant. Je pense que c'est parce que les chevreuils les bouffent. Hein. Ah ouais, je pense. Hein. Les ronces. Ils adorent les ronces. Hein. Et donc ils en bouffent un peu à droite à gauche. Et à l'intérieur, ils n'en bouffent pas. Voilà. Parce que le deuxième enclos qu'on va voir là-bas, c'est pareil. Il y a plus de ronces. Il y a 1 hectare en plantation de pin, parce que quand on a fait une coupe d'éclaircie, hein, c'était il y a de 2012, 2011-2012 par là, peut-être ouais, 2011-2012, on marquait les arbres avec l'expert forestier qui est le commissaire-priseur en quelque sorte. Et dans un certain endroit par ici, on marquait un peu partout pour donner de la lumière aux arbres. Et arrivé dans ce terrain qui était pauvre, très hydromorphe, très mauvais, on marquait les arbres les uns après les autres. Après on s'est regardé, on s'est dit mais il n'y a plus rien. Donc laisser trois trognons au milieu de rien, à quoi ça rime à rien. Alors on s'est dit bon, on va faire une coupe rase. Et on a fait ici, ce qui n'est pas du tout le mode de gestion habituel qu'on privilégie nous. On s'est dit bah, pour 1 hectare c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Donc ici effectivement on a préféré, parce que si on avait coupé les arbres, il ne resterait pas grand chose et il n'y aurait pas eu de porte-graines autour non plus pour faire de la régénération. Donc bon, il n'y a rien à faire. On s'est dit on va faire une petite coupe rase sur 1 hectare, et on va mettre autre chose. Et on a fait la coupe rase, bon, qui a été vendue avec le reste de la coupe d'éclaircie, hein, il y avait un peu de tout là-dedans. Et puis après il fallait choisir qu'est-ce qu'on allait faire là-dedans. Et en analysant le terrain, etc., on s'est vu que c'était un terrain vraiment très très mauvais. D'ailleurs c'est pour ça qu'on avait du mal à trouver des arbres à vendre là-dessus. Hein, un terrain très mauvais, un terrain à la fois hydromorphe et desséchant. Beaucoup de terrains hydromorphes sont desséchants parce que les terrains hydromorphes ils sont gorgés d'eau quand il pleut, mais quand ça devient à sécher, ça devient du béton. Donc c'est un terrain qui est très difficile. Donc ici on voit, vous avez de la calune, comment ça s'appelle, la bruyère. La bruyère, là, un peu plus loin, vous verrez, c'est plus de la bruyère, c'est de la fougère, mais c'est pareil, c'est un terrain acide, pauvre, très pauvre, quoi, peu profond et pauvre. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Pas grand-chose, que du pain. Hein, du pain, ça c'est du pain Laricio qu'on a planté là. On aurait pu mettre du pain sylvestre, on a mis du pain Laricio. Oui, si, on a mis du pain Laricio parce qu'on se méfiait déjà à l'époque, il y a une dizaine d'années, on se méfiait déjà un peu de ce qu'on n'appelait pas encore le réchauffement climatique, mais on disait mais quand même le pain sylvestre c'est un pain qui est plus adapté au climat humide, hein, au climat frais et humide. Alors que le Laricio de Corse d'ailleurs, ça dit bien son nom, c'est plus adapté à des climats plus chauds. Donc on a mis ici du pain Laricio, qui va bien, qui se porte bien. Hein, c'est le seul arbre qui se porterait bien ici. Ils sont serrés. Serrés, vous avez raison. Quand Alors, ils sont plantés à 1200 pieds à l'hectare. Hein, 1200 pieds à l'hectare. Quand on va les récolter, alors je disais pour les chênes tout à l'heure, je disais que quand on récolte 100 beaux chênes à l'hectare, on est très content. Bon, avec les pins, c'est un peu plus. Hein. Avec les pins, on peut récolter quand même peut-être 200, 300 jolis pins à l'hectare. Hein. Mais vous allez les en couper là. Alors oui, bien sûr. Là, on va les laisser pousser d'abord. Toujours pareil, que le meilleur gagne, hein, parce que si la nature fait le travail à notre place, c'est aussi bien. Hein. Mais quand il y en aura trop, on va les dépresser au moins 2 fois. Hein, une fois à 10 ans, une fois à 10-15 ans, une fois à 30 ans. Et puis la coupe définitive, les pins, bon, à 80 ans, ils sont à peu près bons à couper. Bon, on continue à avancer, vous allez voir toujours la plantation à gauche. Vous allez voir que de petit à petit, il y aura de moins en moins de bruyères et de plus en plus de fougères dans les pins. Et vous allez remarquer d'ailleurs que du coup, plus il y a de fougères et plus les pins sont médiocres, sont mauvais. Ah bon? Ouais, ils sont beaucoup moins bons. La fougère, d'abord c'est un indice d'un sol qui est très très pauvre, hein, très acide, très pauvre. Et puis les fougères
ça détruit énormément les plantations. Parce qu'un pin, quand vous plantez un pin, il est haut comme ça. Hein. Oui. Et la première année, bon, il est comme ça. Alors que la fougère, elle est comme ça. Oui. Et oui. Ça étouffe. Donc, il n'y a Et pas ça de étouffe tout. lumière. Ça étouffe tout. Donc la fougère est bien pire encore que la bruyère hein, pour les Vous la laissez pousser, la fougère? Ah non, ou vous la- non, tout- on Non, intervient vous, tous les ans. vous Ah, intervenez, bah, bien sûr, d'accord, oui. ok. Voilà. Oui, mais on intervient au croissant, pas au tuerbe. Hein. Ah oui, non, non, mais ça j'ai bien compris que vous étiez ouais, bah, c'est du boulot. Hein. des gens très naturels, très nature. C'est du boulot. Hein. C'est un sacré boulot. Hein. Demandez-le aux membres du groupement forestier, ils vous en diront quelque chose. Antoine, Philippine. La bruyère, qui est pourtant pas terrible, la bruyère non plus. Mais bon, les arbres poussaient à peu près droit. Alors que là, les arbres sont couchés par la fougère. Il faut voir ce que c'est que là on ne la voit pas, la fougère, elle est morte. Hein. Mais elle monte à 2,50 m, 3 mètres de haut hein, en plein été. Et c'est lourd. Et quand il pleut, eh ben, ça couche les pins, et les pins ils poussent à l'horizontale, puis ils finissent par crever. Et là, vous voyez que les pins ils sont en très mauvais état. Hein, c'est à cause de la fougère. La fougère qui les couche par terre. Alors là, vous voyez les petites marques oranges là sur Ça le veut dire l'arbre. que C'est la limite de la coupe de régénération. C'est la limite de la coupe. Et vous remarquerez par la même occasion que ici, il n'y a pas de houx, il n'y a pas de noisetier, il n'y a rien. Et que de l'autre côté de la marque, je ne suis pas intervenu. Pas encore, on verra plus tard. Et regardez la différence. Vous voyez les houes qu'il y a derrière? On n'y voit pas par terre. C'est complètement opaque par terre. Et si on n'était pas intervenu, ce serait pareil ici. Hein. Ça veut dire que sur la coupe de régénération, on s'occupe de couper les arbres, etc. Mais on s'occupe surtout de faire de la lumière par terre. C'est-à-dire en couper les noisetiers, couper les houes, couper les ronces. Les ronces, on les a coupées à la débroussailleuse. Faire de la lumière par terre. Et c'est un assez gros travail. Et si on ne fait pas le travail, ben voilà, vous avez le résultat. De l'autre côté du trait orange, voilà comment ce serait si on n'était pas intervenu. Alors là, vous avez franchi, sans vous en apercevoir, la limite de la coupe de régénération, puisque vous êtes passé à travers les deux petits traits oranges qui indiquent la limite de la coupe. Donc de l'autre côté, c'est la coupe de régénération. Ici, non. On a fait une coupe d'éclaircie, feuillue, de chêne, il y a en 2011, 2012, je ne sais plus. Donc on n'est pas intervenu depuis. Et vous voyez que là, il y a eu donc les arbres ont eu le temps de pousser en hauteur. La coupe d'éclaircie, comme on a vu tout à l'heure, donnait de la lumière en l'air, et pas trop par terre. Pourtant, vous voyez beaucoup de petits arbres par terre. Mais comme on les a vus tout à l'heure dans la première coupe d'éclaircie, ces petits chênes sont en fait condamnés, hein, parce qu'ils n'ont pas assez de lumière. Sauf si on fait une coupe de régénération dans les années qui viennent. Mais ce n'est pas vraiment totalement prévu. Hein, parce que c'est déjà un gros travail hein, de faire les quelques hectares de coupe de régénération qu'on a là. On ne peut pas tout faire à la fois. Hein. Donc ici, on reste encore dans des coupes d'éclaircie pour faire du bois d'œuvre, pour faire du beau bois. Et vous avez ici des chênes magnifiques. Des chênes magnifiques qui peuvent encore faire plus magnifique encore. Hein. Donc là, ça vaut la peine de faire des coupes d'éclaircie. On en fera peut-être dans 4-5 ans, mais c'est pas pressé, hein, pour faire pousser des chênes qui sont magnifiques et qui feront peut-être plus tard des porte-greffes, mais pas avant une vingtaine d'années, hein, pour voir si on fait à ce moment-là ou non une coupe de régénération. Mais d'abord, on ne peut pas tout faire à la fois, c'est un trop gros travail. Et ensuite, chaque chose en son temps. Et là, pour l'instant, c'est une magnifique futaie de chêne qui va faire des bois exceptionnels, magnifiques. Hein.
Et puis plus tard, on verra si on enlève, vous voyez, il y a un hêtre qui n'est pas très beau, là, qui fait de l'ombre pour rien. Pour l'instant, il ne nous gêne pas parce que on s'en fiche qu'il y a de l'ombre par terre, on sait que c'est foutu par terre, on sait que ça va pas vivre. C'est dommage, vous voyez des chênes comme ça, celui-là on l'a ramassé tout à l'heure, il est un peu tordu, il a dû buter sur un caillou. Voilà la partie aérienne, puis la partie racine, et puis ici, il a poussé un peu plus droit, et encore, j'ai certainement pas arraché toute la racine. Vous voyez déjà que la partie aérienne est la partie souterraine est plus importante. Vous voyez, il reste certainement au moins ça au bout, hein, que j'ai arraché. Donc la partie souterraine est largement aussi importante que la partie aérienne. Mais pour les gros arbres, c'est pareil. Hein, donc vous regardez la forêt en l'air, mais par terre, vous avez une forêt pareille, sous le sol, hein, dont on ne mesure pas l'importance. C'est d'ailleurs pour ça que les forêts captent du carbone beaucoup par les racines, autant que par la tige, par la partie aérienne. Hein, on estime environ la captation d'un hectare de forêt à grosso modo 4 tonnes à l'hectare de gaz carbonique, du CO2. Il faudra convertir de ce carbone en CO2. Le carbone pèse 12, l'oxygène pèse 16, 2 fois 16 c'est 32, 44. Donc dans du CO2, vous avez à peu près 3 fois ce cas de carbone. Mais généralement, les crédits carbone, on les mesure en équivalent CO2. Alors pour tout vous dire, donc encore une fois, une forêt comme celle-ci doit capter à peu près 4 tonnes à l'hectare. Par comparaison, un hectare de maïs, c'est 1 tonne, grosso modo. Et la grosse différence, c'est le bois qu'on voit, mais surtout ça. Parce que le bois, il y a des calculs très savants, c'est assez compliqué hein, de calculer le crédit carbone d'une forêt, enfin de n'importe quelle culture. C'est compliqué parce que du bois de chauffage, par exemple, ça capte le carbone, mais vous allez le recracher aussitôt quand vous allez brûler. Bon, le chêne, non, parce que vous allez utiliser du chêne dans des charpentes ou dans des emplois durables qui vont se recycler, mais beaucoup plus tard que le bois de chauffage. Donc le calcul de la captation carbone par un chêne d'œuvre n'est pas le même que pour le bois de chauffage. C'est un peu compliqué. Hein, c'est pour ça que quand je dis 4 tonnes à l'hectare, c'est vrai, hein, c'est à peu près ça. Hein. Par contre, c'est 4 tonnes économisées, 4 tonnes pas économisées. Là, il y a des calculs savants dans ce qu'on appelle le marché du carbone. Si vous voulez, on peut en dire un mot tout à l'heure du marché du carbone. Ce que je voulais vous dire seulement, c'est que effectivement, la captation du carbone par un arbre, elle se fait autant, sinon plus, par la partie souterraine que la partie aérienne. Hein. Puisque dans du bois de chauffage, la partie aérienne ne compterait pas en équivalent carbone, ce qui serait aussi sec que brûlé, alors que en bois d'œuvre, oui. Est-ce que vous allez changer Oui. de vision des choses? Oui, oui. Oui, alors Ouais. on peut en parler un peu. Là, Ouais. pour l'instant, j'en ai pas encore trop parlé, Ouais. et puis on l'a pas encore trop fait. Par contre, il y a d'autres endroits qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, mais qui sont des plantations à neuf sur du terrain agricole. Là, on plante des essences traditionnelles, du hêtre, du chêne, de la lisier terminale, du merisier, de l'érable sycomore, du pin Larichot essentiellement, de l'épicéa, de Sitka, du Douglas. Bon, tout. Et puis, on a également fait des expérimentations en cèdre de l'Atlas et en séquoia Saint-Pierre-Vivens. Alors, on les introduit avec beaucoup de circonspection, hein, parce qu'on ne sait pas. Des espèces exotiques, prudence. Hein, ça peut être intéressant, mais on ne sait pas ce qu'on amène. Quand on amène une espèce exotique, on amène tous les parasites qui vont avec. Est-ce qu'on a les prédateurs qui vont s'occuper des parasites? Oui. C'est pas évident, c'est pas sûr. D'accord. Donc il faut y aller prudemment. Je ne planterai jamais un hectare de séquoia. Par contre, dans une plantation à 1200 pieds à l'hectare, comme on en a par exemple avec des Douglas,
Et au milieu du Douglas, on peut mettre une centaine de séquoias, une centaine de cèdres de l'Atlas, hein, et puis voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est plutôt bien, mais bon, on ne sait pas. Mais par contre, on verra ça quand je serai mort. Hein. Moi, c'est pas moi qui dirai si c'est bon ou pas bon. Parce que, est-ce que les chênes, c'est pareil? Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'adapter? Oui, alors les chênes, c'est un autre paire de manches. On en parlait avec Antoine justement il n'y a pas longtemps. Ouais. Hein, les chênes, certes, il y a des chênes plus adaptés au réchauffement climatique que les chênes sessiles, hein, ou les chênes pédonculés. Le chêne pédonculé, on sait qu'il est quasiment condamné, donc on ne plante plus de chêne pédonculé, on ne plante que du chêne sessile. D'ailleurs, c'est extrêmement difficile à reconnaître. Hein. Moi, je ne les reconnais pas comme ça. Je les reconnais quand ils sont en feuilles, mais je ne les reconnais pas quand ils sont comme ça. Et donc on sait que les chênes, même les chênes sessiles, sont plus ou moins menacés. Les hêtres sont très très menacés. Ah ouais. Les chênes sessiles eux-mêmes sont un peu menacés. Par contre, on nous dit chêne d'Amérique. Le chêne, il y a un nom, c'est un cousin germain du chêne d'Amérique, qui a un nouveau nom, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles, Antoine? Le chêne rouge. Hein? Le chêne rouge. Le chêne rouge, oui, c'est un chêne rouge, mais qui a un nom qui est un cousin germain du chêne d'Amérique. Ça s'appelle chêne, mais pour les sieurs, c'est pas du bois de chêne. Hein. Ça se rapproche plus du hêtre que du chêne. C'est pas du mauvais bois, mais c'est pas du chêne tel qu'on le connaît dans le chêne sessile. C'est pas du bois noble comme le chêne. Non. Et alors, quant au chêne pubescent, c'est très intéressant pour les écolos, mais un chêne pubescent, ça monte à 15 mètres de haut, maxi. Hein, bon, un chêne sessile, vous avez des billes de 15 mètres, et un chêne qui monte à 30 mètres. Bon, c'est pas du tout le même arbre, et c'est pas du tout les mêmes qualités mécaniques non plus. Donc du point de vue écologique, le chêne pubescent, je dis pourquoi pas, ou même le chêne liège, on parle. Le chêne liège en Normandie, je ne le vois pas trop, mais enfin bon, ça peut arriver, il faudra peut-être pousser des ananas aussi. Mais... avec le réchauffement climatique, oui, peut-être, dans 50 ans. Pas tout de suite. Donc moi je dirais grande prudence pour les espèces exotiques, grande prudence, parce que quels parasites vont avec. Vous savez que quand l'écrevisse américaine a supplanté l'écrevisse à pattes blanches, bon, elle est arrivée avec tous les virus, il n'y a plus d'écrevisse à pattes blanches. Voilà, bon, fini. C'est pas qu'elle les a détruits, c'est que les virus qui sont venus avec ont bouffé la... Voilà. Hein, donc il faut faire attention quand on met des essences exotiques, grande prudence. Tous les ans avec Antoine, hein, et tous les ans je coupe ce qu'il faut, hein, mais pas tout, surtout pas tout. Hein, les saules, c'est sans pitié parce que ça pousse très vite, donc l'essence à croissance rapide, c'est très mauvais parce que ça pousse beaucoup plus vite que les chênes. Les bouleaux, je les coupe, mais pas tous. Il y en a qui ne gênent pas. Parce qu'ils sont loin du chêne ou loin du hêtre. C'est pas très gênant. Ou alors je les coupe à 1 mètre, pour qu'ils fassent un peu brise-vent, puis qu'ils amusent un peu les chevreuils. Quand les chevreuils vont venir, ils vont se frotter les bois aussi bien contre le bouleau que contre le chêne, quoi. Donc il faut laisser un peu ça. Et donc vous avez l'impression que c'est un bordel monstre, pas du tout. C'est un bordel très savamment géré. Grâce à vous, ça fait 2 ans que... C'est bien, super intéressant. Une bonne mentalité, c'est ça qui fait plaisir. On essaye de faire des choses bien.